Pourquoi l'Union africaine est-elle une organisation essentielle en géopolitique? Nous avons eu l'occasion, dans les rendez-vous de la géopolitique, d'aborder un certain nombre d'organisations, d'institutions internationales, comme l'OTAN, l'ONU, le Quad, l'AUKUS. C'est aujourd'hui l'occasion de nous tourner vers l'Union africaine. Alors pourquoi? Déjà parce qu'elle regroupe un nombre considérable d'acteurs et de pays. Ensuite, parce qu'elle est soumise à des défis importants et essentiels en géopolitique. Aujourd'hui, pour aborder cette question, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On décline beaucoup de choses dans les rendez-vous de la géopolitique, bien sûr des conflits, l'histoire, des concepts, mais aussi des organisations. Et peut-être que pour commencer, il faut d'abord la rétablir dans son histoire, quel est son fonctionnement, quelles sont ses missions, pour ensuite nous projeter sur son rôle. Oui, alors c'est évidemment un passage attendu, qu'on a presque l'impression de dire obligé, où on dit ils vont commencer par décrire les institutions, puis ensuite ils vont décrire les missions, donc rien que de très classique. Mais peut-être, afin de bien se centrer sur les enjeux, là j'ai envie de dire que je pense qu'en géopolitique, c'est un cas très rare que de mettre en avant le fait qu'une organisation internationale soit confrontée à des enjeux aussi importants en termes de géopolitique et en termes de prospective géopolitique. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, pour mieux comprendre à quel point on va avoir affaire à un acteur dont je pense qu'il est trop sous-estimé dans l'importance qu'il a en géopolitique et dans les perspectives qu'il a et dans les défis auxquels il va être confronté, que de revenir d'abord sur ces institutions et ensuite sur les missions. Alors peut-être de commencer d'ailleurs par une logique très très brièvement historique, puisqu'on a l'Union africaine qui a été créée le 9 juillet 2002, dans la continuité ou dans la succession sur l'Organisation de l'Unité africaine qui, elle, avait été créée le 25 mai 1963. Donc on a une dissolution de l'Organisation de l'Unité africaine le 9 juillet 2002, auquel est fait place l'Union africaine. En termes d'institutions, a priori, je dis bien a priori, on se retrouve sur des choses relativement classiques, puisqu'on a une conférence de l'Union africaine qui est en réalité une réunion des chefs d'État, je vais y revenir un instant. Puis on a un parlement panafricain, on a une commission, et on a peut-être quelque chose sur lequel on reviendra aussi qui me paraît un peu plus étonnant ou différenciant par rapport aux autres organisations internationales, qui est le Conseil de paix et de sécurité, parce qu'on va voir que sa source de création et ses modalités d'application, me semble-t-il, sont assez intéressantes. Alors pour ce qui est de la conférence de l'Union africaine, c'est la réunion de l'ensemble des États africains qui sont donc membres de l'Union africaine. On reviendra sur le nombre plus tard. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que c'est l'organe le plus important puisqu'il regroupe les chefs d'État de ces pays, qu'on a des réunions qui sont pérennes, normalement 2 par an, que le siège est à Addis Abeba en Éthiopie et qu'on peut avoir un certain nombre de réunions supplémentaires si on a une question particulière qui est posée par un État. Mais là, ce qui est intéressant à singulariser, c'est qu'il faudrait l'accord des 2/3 des autres États pour qu'une telle réunion soit mise en place. Donc on a des choses qui sont très très installées avec des fréquences qui sont quand même très importantes, puisque globalement c'est une fois tous les 6 mois. Les missions principales, c'est assez intéressant à mettre en évidence pour la conférence de l'Union africaine, parce qu'après je reviendrai sur les missions de l'organisation en elle-même. C'est plutôt de voir quels sont les aspects sur lesquels il conviendrait de travailler ensemble. Ça a été étayé par l'article 9 du traité constitutif qui a été mis en place en 2002. Donc là, on va se rendre compte qu'on a affaire à 2 typologies qui sont assez évidentes. D'abord, quelles sont les grandes perspectives ou les grands axes qu'il conviendrait de suivre ensemble. Bon, ça, c'est assez classique. En termes de prospective politique, on a le vote du budget, dont on voit bien que ça, c'est quand même très, très important. Et puis, il y a une 3e mission, mais qui est tombée un petit peu en désuétude, puisque c'est l'observation de la candidature de nouveaux États. Mais comme je vais être amené à le dire, comme il y a 55 États qui sont déjà membres de l'Union africaine, on voit bien que rien qu'à l'énoncé du chiffre que je suis en train de donner, c'est aujourd'hui une mission qui ne rentre plus vraiment, qui n'a plus d'objet. Alors ça, c'est la première instance auquel il est important de prêter attention. La deuxième instance, c'est donc le Conseil sur la paix et sur la sécurité, qui est clairement inspiré du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est assez intéressant de souligner que d'ailleurs, il y a 15 États qui sont élus
au sein de l'Union africaine. Il faut que ces États, ça c'est clairement exposé, soient des États dont on considère qu'ils sont des États référents dans les moyens qu'ils sont prêts à mettre à la disposition de la collectivité des États africains et dans leur volonté, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire une démonstration dans le temps qu'à plusieurs reprises, ils ont effectivement été très impliqués ou très efficaces dans la résolution d'un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est important parce que ça laisse à penser quand même qu'il ne s'agit pas juste, un peu comme c'est le cas à l'ONU d'ailleurs, de faire preuve de candidature, mais qu'on doit l'appuyer ou qu'on doit l'étayer. Peut-être une autre chose qui est assez intéressante à soulever, c'est que parmi ces 15 États membres, il y en a 5 qui sont élus pour 3 ans, il y en a 10 qui sont élus pour 2 ans. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même spontanément un statut qui est différent. Et vous avez la possibilité en tant qu'État d'être reconduit immédiatement, même si vous êtes un État sortant ou qui vient d'avoir une mandature sortante, à la différence là aussi des Nations Unies. Donc ça, c'est très très important parce que là, on voit bien que l'objectif de cette institution, c'est d'être réunis et d'avoir à gérer des crises graves ou des crises qui arrivent très 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 vite, afin qu'on puisse y apporter une réponse qui soit adéquate en termes de moyens et en termes de vitesse. Et ça nous amène maintenant peut-être à aborder les 2 objectifs clés tels qu'on peut déjà les avoir à l'esprit et on verra comment ils se transposent en termes d'objectifs stratégiques. D'abord, les objectifs tels qu'ils sont énoncés clairement dans les propos qui ont été repris dans la Constitution en 2002, c'est le fait que de pouvoir développer davantage la démocratie, la paix. Et là, ça, c'est un point qui est essentiel, non seulement par rapport à leurs effets immédiats, mais parce qu'elles doivent être le garant de la mise en place d'un développement durable. Puis il y a un autre aspect qui est intéressant et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la page de présentation de l'Union africaine sur son site web, c'est que l'organisation de l'Union africaine est un acteur dynamique dans la géopolitique du XXIe siècle. Évidemment, on n'a pas la prétention d'avoir circonscrit l'ensemble des aspects qui sont liés sur les institutions et sur les missions, mais voilà les points, me semble-t-il, qui étaient les plus importants à mettre en avant pour qu'on puisse déjà commencer à sentir l'importance d'une organisation telle que l'Union africaine et surtout de nous mettre en situation que d'appréhender maintenant des logiques plus stratégiques ou plus géopolitiques. Oui, d'autant que dans ces institutions et dans ces missions, on sent percer les options stratégiques qui sont prises par l'Union africaine. Est-ce qu'on peut en tirer déjà quelques enseignements? Oui, on sent bien qu'il y a des orientations qui ont été prises. Et il y en a notamment 2 parmi celles-ci qui me paraissent très importantes à souligner. D'abord, la première, qui est à mon sens fondamentale ou très très importante parce qu'elle permet de montrer que les États africains sont en avance en termes de compréhension entre le lien du développement durable et de la géopolitique, c'est justement le fait qu'il est bien mentionné que la démocratie et que la liberté sont des paramètres préalables, indispensables à la mise en place d'un développement durable qui serait effectif. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que, me semble-t-il, il y a 3 points qui doivent venir à l'esprit. D'abord, là, les États africains sont dans une avance considérable par rapport aux États européens. Parce qu'en Europe, il faut quand même bien dire les choses, on a une fâcheuse habitude que de totalement isoler ces 2 questions, qui sont presque totalement indépendantes ou hermétiques l'une à l'autre. Soit on aborde les questions qui sont liées au développement durable, bon, très bien, soit on aborde les questions géopolitiques, mais on a l'air de complètement ignorer qu'on n'arrivera pas à gérer l'une de ces questions sans aborder l'autre de ces questions. Or, c'est bien ce que les États africains sont en train ostensiblement de mettre en avant. Ça va d'ailleurs assez loin, parce que quand on dit ça, qu'est-ce qu'on sous-entend? S'il y a la guerre, on ne pourra pas faire de développement durable. Bon, ça, c'est tellement évident que je n'insiste pas. Mais ça veut dire qu'il faut même insister sur des instruments qui poussent à une plus grande collégialité parce que le succès du développement durable passera nécessairement par l'entente de tous. Donc même en temps de paix, un monde divisé ne permettra pas de répondre aux questions du développement durable. Et dans la continuité, ça c'est le 3e peut-être argument,
La différence avec les États européens étant le premier, la nécessité que d'avoir un plus grand collège international, au-delà même que d'éviter la guerre, c'est le deuxième. Mais le troisième argument consiste à dire, si vous me permettez une formule simple, si on veut avoir l'espoir que de répondre à l'enjeu du réchauffement climatique, il faut d'abord commencer par résoudre le réchauffement géopolitique. Et puis alors, il y a un deuxième point qui est intéressant. La question s'est posée à 2 reprises. De quoi s'agit-il? Quel est l'objectif stratégique qu'on doit donner à cette réunion des États africains? La question s'est déjà posée une première fois dès 1963, puisque en gros, il y avait plutôt le président du Ghana qui était en faveur de créer une organisation fédérale, c'est-à-dire un regroupement politique de plusieurs États africains. Et puis, en fait, c'est plutôt la ligne qui était mise en avant par le président du Sénégal, Léopold Senghor, qui était de dire non, on préfère plutôt mettre en place une confédération, une communion d'États, plutôt que de mettre un État fédéral en place. Cette question est revenue une deuxième fois d'actualité. On le comprend mieux puisqu'il y a eu un basculement lors de la création le 9 juillet de l'Union africaine. Et la question s'est reposée, et s'est même reposée de façon plus forte, puisque là, il était même question de créer des États-Unis d'Afrique. C'est pas inintéressant de voir que d'ailleurs, c'était le Ghana qui là aussi remettait en point cette question. Donc, il a été décidé lors des différents sommets que de nommer un aéropage de penseurs ou d'acteurs politiques pour réfléchir à la question. Et cette question a définitivement été entérinée en 2009. On a renforcé les pouvoirs de la Commission, mais on considère que l'Union africaine doit rester d'abord et avant tout, on va dire, une organisation dans laquelle il y a une coopération, c'est ça le terme qu'il faut avoir à l'esprit, plutôt qu'une entité politique qui irait vers une sorte de fusion, que le terme soit du fédéralisme ou que ce soit les États-Unis d'Afrique. Alors évidemment, à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, on pourrait peut-être penser que le choix qui a été fait, c'est que c'est un choix moins ambitieux. Moi, je crois que c'est surtout un choix plus judicieux. Parce que c'est un choix qui intègre totalement un certain nombre de paramètres de la réalité du continent africain, tels qu'on n'a pas encore eu l'occasion de les mettre en avant, mais qu'on va peut-être avoir la possibilité que d'apprendre par la suite pour mieux comprendre justement les enjeux stratégiques auxquels le continent africain va être confronté. On vient de cerner les objectifs qu'avait l'Union africaine, ses institutions aussi, et les options stratégiques qui ont été adoptées. Il y a, maintenant qu'on a fait un panorama quasi global de la situation, il y a quand même un point très différenciant de cette Union africaine. Lequel? 55. Il y a 55 États qui sont membres de l'Union africaine. Et c'est considérable. Et c'est considérable parce que ça doit spontanément faire comprendre la difficulté que de pouvoir rassembler un consensus ou une homogénéité dans des prises de décision. Et je pense que ça, c'est trop sous-estimé. Et pour qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de dire, il y a peut-être 2 comparaisons qui ne sont pas inintéressantes à faire. Lors d'une séance qui était consacrée à l'Amérique du Sud, il y a notamment une institution qui est intéressante et dont on a entendu parler avec ces négociations sur l'Union européenne, c'est le Mercosur. Mais si on regarde la composition du Mercosur, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a 6 États membres, dont un, le Venezuela, est suspendu, donc il y en a 5, et qu'il y a 6 États partenaires. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a 11 États qui sont concernés. Quant à l'Union européenne, il est assez facile de rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a 27 États membres. Donc quand on est en train de dire 55, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en réalité, on est sur une organisation de l'Union africaine qui est dans l'obligation d'essayer de trouver une synergie vers un nombre d'États très très important. Ça, c'est le premier point. Mais alors, il y a un deuxième point dont je trouve qu'il est très sous-estimé aussi, c'est que non seulement on a un nombre d'États qui est très important, mais on a une diversité et une richesse linguistique, sociétale, culturelle en Afrique qui est très très importante. Et je pense que le fait que ça soit très sous-estimé, je vais m'appuyer sur le dernier ouvrage qu'a écrit Frédéric Ancel en 2025, la guerre mondiale n'aura pas lieu, parce que dans le dernier paragraphe de la page 33 et dans justement le premier paragraphe de la page 34, il s'insurge
de façon d'ailleurs assez véhémente, contre la fameuse théorie de Samuel Huntington qui avait été écrite dans le courant des années 90, l'ouvrage est célèbre, Le choc des civilisations. Et on voit bien que, justement, dans ses propos, ce qu'il est en train de dire, c'est que Samuel Huntington, le critique qu'il lui fait, c'est qu'il avait tendance à aborder l'Afrique en général et l'Afrique subsaharienne en particulier de façon beaucoup trop globale et qui sous-estimait totalement l'importance de la diversité telle qu'on est en train d'essayer de la mettre davantage en évidence. Donc j'insiste sur ce point-là, parce qu'on se rend compte que finalement, on a affaire à une Union africaine qui doit gérer 55 États, c'est-à-dire le double du nombre d'États de l'Union européenne, pour dire quand même la même chose, mais qu'en plus, à l'intérieur de ces 55 États, il y a une très grande richesse, encore une fois, en termes de diversité culturelle, mais que ça ne rend pas simple le fait que de pouvoir mettre des solutions face aux défis géopolitiques qui sont nécessairement nombreux. Oui, 55 pays qui doivent converger ensemble pour répondre à des défis considérables. Quels seraient les enjeux géopolitiques auxquels l'Union africaine est confrontée aujourd'hui? Il y en a 3 principaux, sur lesquels j'ai le sentiment qu'il sera intéressant qu'on puisse revenir. Le premier, déjà, c'est de voir si l'Union africaine va pouvoir continuer, le terme de continuer me semble très important, à faire en sorte que les conflits interétatiques soient finalement portion congrue ou très peu importants. Ça, j'y reviendrai, c'est un grand succès qui a été remporté par les organisations africaines. Donc la première, l'Organisation de l'Unité africaine, puis maintenant l'Union africaine. Et je trouve qu'on ne les met pas assez en évidence. Même si, je vais y revenir, il y a un certain nombre de risques nouveaux qui ont l'air de poindre. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, tel que d'ailleurs on l'a évoqué dès les objectifs qui étaient énoncés par l'Union africaine elle-même, qui veut être donc un acteur dynamique au XXIe siècle, c'est quels sont les rapports qu'elle souhaite mettre en place avec les grandes puissances en géopolitique. Et là, il y en a notamment 2 pour lesquels les rapports actuels vont être assez intéressants parce qu'ils vont nous permettre peut-être de nous projeter dans une grille de lecture future. Puis, il y a un troisième enjeu qui est fondamental et qui, à mon sens, dépasse même les 2 premiers parce qu'il est d'une amplitude qui va nous faire comprendre que là, c'est quelque chose de majeur en géopolitique, qui dépasse et de loin le simple continent africain d'ailleurs. Alors on va s'arrêter peut-être sur le premier enjeu. Il s'agissait de continuer à limiter les conflits interétatiques. Alors on est dans un contexte de turbulence internationale et en Afrique qui rend l'opération difficile. L'enjeu que de pouvoir circonscrire les conflits interétatiques était déjà important avant, mais a fortiori dans un monde qui malheureusement a l'air de connaître une propension à la guerre, c'est un enjeu qui se renforce. Alors, je reviens sur un aspect très brièvement. C'est vrai que si on regarde globalement du courant des années 60, 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a une vraie singularité positive, c'est que les conflits interétatiques sont très très peu nombreux. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des rivalités qui soient très prégnantes. Il y en a une en particulier qui a d'ailleurs à plusieurs occasions gêné les dynamiques de l'Union africaine. C'est la question du Sahara occidental, parce que là, on voit bien qu'il y a une question qui est posée d'ailleurs avec la création du Front Polisario en 1976. Je resitue, on a le Maroc qui prétend avoir sa tutelle politique sur cette région, qui fait face à une insurrection qui, elle, prétend mettre en place une entité sahraoui indépendante que soutient l'Algérie. Et donc, en fait, on a là quelque chose qui pollue, je crois que c'est le terme qui convient, l'atmosphère de l'Union africaine depuis plusieurs décennies, parce qu'en gros, on a des oppositions qui sont très très fortes et qui cristallisent un certain nombre d'alliances des pays africains les uns vers les autres. Mais si on accepte ce cas-là, qui n'a d'ailleurs pas amené de guerre pour l'instant entre le Maroc et l'Algérie, et 2 ou 3 autres conflits, en réalité, on reste sur des choses assez maîtrisées. Mais là, il y a un mais, et il y a un mais qui est très fort, parce que il va pouvoir s'extérioriser sous plusieurs dynamiques. Elles vont rendre nécessaire le fait que l'Union africaine soit encore plus vigilante sur le fait de contrôler les conflits. D'abord, il y a un nombre de coups d'État depuis le début des années 2020 qui est très très important.
Et c'est tellement vrai qu'il y a quand même 6 États qui sont suspendus dans l'Union africaine, puisqu'on considère qu'ils ont totalement dérogé aux règles justement de promotion de la démocratie et du choix indépendant d'un gouvernement. Donc on se retrouve pour l'instant avec 6 États qui sont suspendus. Donc ça c'est une transition parce que c'est en train de mettre en évidence que le vrai danger là, c'est plutôt les guerres civiles telles qu'elles pourraient se développer, et puis des partitions ou des sécessions. Et ça, c'est des conflits qui sont beaucoup plus courants. Et d'ailleurs, là, on voit bien que toutes les zones géographiques de l'Afrique sont concernées. Si on commence par la Corne de l'Afrique, il y a un certain nombre de pays qui connaissent des guerres intestines et carrément des mouvements d'indépendance qui sont très prononcés. Donc il y a déjà le Soudan dans lequel le conflit perdure depuis très longtemps. C'est un conflit qui menace d'ailleurs de déstabiliser le Soudan du Sud et le Tchad, mais on a aussi la Somalie. Ne pas oublier qu'en Éthiopie, qui est donc le siège même de l'Union africaine, il y a des insurrections qui y perdurent, mais on se retrouve aussi avec des conflits qui sont compliqués dans le centre du Sahel. On a un conflit qui dure depuis pratiquement 7 à 8 ans, dit le conflit anglophone au Cameroun. Et donc là, on sent bien qu'il y a un certain nombre de régions, la Corne de l'Afrique, le Sahel, l'Afrique centrale, dans laquelle il y a des crispations qui sont très très fortes et qui sont en train de se développer sur des velléités de scission, donc là, ou de sécession de pays. Donc là, on voit bien que c'est un problème majeur. Et puis, il y a un dernier point qu'il faut particulièrement mettre en avant, c'est que d'ailleurs, on l'avait évoqué dans une de nos séances précédentes sur les combats en République démocratique du Congo qui ont ressurgi de façon plus intense depuis 2025, et qui se perpétue, malgré les efforts de l'Union africaine qu'on avait soulignés. Ce conflit-là est très important, parce qu'on se rappelle qu'on avait bien dit que le Rwanda était impliqué et que d'autres États africains étaient impliqués. Donc là, on est dans une configuration où on n'est plus dans une logique de conflit intra-étatique, puisqu'on aurait une scission de la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais dans un conflit qui est en train de muer dans un conflit interétatique. Ça va être un des objectifs majeurs de l'Union africaine, être capable d'empêcher que des conflits intra-étatiques muent en des conflits interétatiques, et qu'en plus là, il y a une dynamique pernicieuse qui se met en place, parce que plus il y a des conflits interétatiques, plus on sent bien qu'il y a un risque qu'ils puissent commencer à interagir les uns avec les autres. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Et on pourrait encore glisser vers une autre échelle, puisqu'il y a des conflits, interactions potentielles avec d'autres grands continents et d'autres grandes puissances. Naturellement. Parce que ça, c'était une séance qu'on avait faite sur la guerre civile. On sait bien que plus les guerres civiles perdurent, on avait énoncé un certain nombre de caractéristiques, d'ailleurs on était passé sur les guerres civiles espagnoles et sur la guerre civile des États-Unis d'Amérique, plus la tentation d'instrumentaliser cette situation qui a priori n'est au départ qu'interne par des grandes puissances est forte. Donc là, ça nous amène effectivement à quels sont les liens tels que l'Union africaine pense les avoir ou se projette avec les grandes puissances. Et là, il y en a deux, me semble-t-il, qu'il est intéressant de mettre en avant, et plutôt si on essaye en se mettant sous une grille de lecture de l'Union africaine ou du continent africain. Ça me paraît important dans l'état d'esprit de Liddell Hart, être de l'autre côté de la colline. Parce qu'il y a évidemment la Chine. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique, les rapports de la Chine avec le continent africain. Le concept même de Chine-Afrique nous met spontanément dans une sémantique ou dans un terme. On dit, bon, bah alors, il y a la Chine d'un côté, et puis il y a l'Afrique de l'autre. Ah mais non, il y a la Chine qui est un État, et puis il y a l'Afrique qui sont 55 États. D'où l'importance, justement, de l'Union africaine. Et on voit bien, au regard à tout ce qu'on a dit précédemment, que pour une grande puissance comme la Chine, comme pour n'importe quelle grande puissance, la tentation, ça peut que jouer sur les divisions respectives des uns contre les autres pour pouvoir mieux faire sentir sa puissance. Donc, on voit bien là qu'il y a une vraie question qui se pose. Et il y a un deuxième état qui est assez intéressant en ce qui révèle aussi les objectifs stratégiques tels que pourrait l'avoir l'organisation de l'Union africaine, c'est la Russie. Parce que dans une de nos séances précédentes, il y a 5 ans, on avait fait une séance qui était intitulée « Le retour de la Russie en Afrique et au Proche-Orient ». J'invite nos auditeurs qui seraient intéressés à aller la revoir. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est le terme de retour. Parce que là, ce n'est pas quelque chose donc de nouveau par définition. Et c'est vrai que la façon un peu moderne ou actuelle ou contemporaine dans laquelle nous plonge, c'est de dire, bon, la Russie
assume un peu son rôle de puissance du Sud global. Bon, c'est un terme que j'apprécie pas du tout, je m'empresse de le dire, mais bon, puisqu'il est appris par tout le monde, reprenons-le, qui s'inscrit dans le fait que la Russie est membre des BRICS, que c'est la Russie, notre séance qui était concentrée sur les BRICS, qui en 2008 a transformé ce concept qui était purement macroéconomique au départ en un concept géopolitique. Donc là, on aurait l'impression, là aussi, d'un partenariat très positif. Mais en fait, il suffit de reprendre un ouvrage d'Hélène Carrère d'Ancos, publié en 1986, Ni paix ni guerre, pour se rendre compte que la Russie, là, est tout simplement en train d'avoir la volonté, de quoi faire, de se présenter comme ayant les attributs ou les éléments de la puissance tels que les avait l'Union soviétique. Donc c'est pas tant le fait que d'être dans une sorte de partenariat que de parler à puissance égale avec les autres grandes puissances comme la Chine. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à revenir vers cet ouvrage d'Hélène Carrère d'Ancos parce que toute la première partie, le grand premier tiers de l'ouvrage, a un titre qui est symptomatique à cet égard, Brejnev. Alors je rappelle que c'était le premier secrétaire du Parti communiste qui dirigeait donc l'Union soviétique dans les années 70 jusqu'au début des années 80-83. Brejnev, l'Africain. Donc pour dire clairement les choses, là c'est une projection de puissance. C'est pas du tout une sorte de partenariat. Et d'ailleurs, ça m'amène à un point qui me semble très important. Pourquoi les États africains sont-ils sensibles pour l'instant à cette alliance? Parce que c'est un levier stratégique qui leur permet de montrer à quel point ils sont autonomes dans le choix de leurs partenaires. Ce qui va nous amener d'ailleurs à évoquer d'autres puissances. Et ça me paraît très très important à mettre en évidence, parce que là, pour l'Union africaine comme pour les pays africains, l'enjeu consiste à dire, nous souhaitons montrer à quel point nous sommes totalement libres, comme c'est légitime et indépendant, dans les différents accords économiques et politiques que nous souhaitons mettre en place. Donc ça, conjoncturellement, c'est très bien de passer par la Russie, ce qui permet d'ailleurs d'éviter de passer par la Chine, dont on sent bien que spontanément, si le choix n'est pas fait, c'est qu'on la trouve déjà trop présente, pour ne pas dire trop pesante, et puis évidemment par rapport à des acteurs historiques qui sont les Occidentaux, dont on dira bien en guise de conclusion sur ce point-là, qui sont les grands absents. Alors les États-Unis, là, c'est pas tant d'ailleurs, c'est vraiment une zone pour l'instant dont ils sont qui n'ont pas du tout l'air de prendre en considération. Et on avait déjà eu l'opportunité de dire que jusqu'à présent, Donald Trump n'a toujours pas nommé de secrétaire national consacré en particulier sur le continent africain. Et puis alors, bien sûr, c'est les Européens qui sont absents. Mais là, il y a un mais. L'idée reçue, c'est-à-dire, oui, mais bon, les chefs d'État africains ou la classe politique ou les africaines souhaitent totalement être en distance par rapport aux Européens. Je ne le crois pas du tout, Olivier. Ils souhaitent être en distance avec l'histoire. C'est pas la même chose. À mon sens, les Européens vont devoir comprendre, c'est qu'il y a plutôt une attente. Il y a plutôt une attente d'une Europe qui aille plus loin en symétrie de l'Union africaine, nous y voilà, qui aille plus loin dans sa capacité à exister géopolitiquement, et pas juste un acteur macroéconomique, parce qu'un acteur européen qui serait l'Union européenne, qui existe plus géopolitiquement, qui a totalement gommé, je pense qu'on a bien compris, le passé, et le passé qui est d'autant plus facile à gommer que justement on passe plus par des acteurs singuliers que seraient l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Royaume-Uni ou la France, mais justement une Union européenne, ce serait très facilitateur de pouvoir mettre un partenariat en place, et partenariat en plus qui serait lui aussi avec une association d'États, et qui permettrait, elle, par contre, d'être en puissance égale, et pas d'être sur des superpuissances. Donc ça, je pense que ça aussi, c'est un très grand révélateur que met en avant l'Union africaine, et dont les Européens feraient bien de se rappeler. Alors, vous avez évoqué deux des enjeux. D'abord, les conflits interétatiques et ensuite les conflits ou les interrelations avec les grandes puissances internationales. Il y en a un troisième enjeu qui est plutôt interne et qui s'appuie sur une dynamique très forte qui est propre à l'Union africaine. C'est la démographie. Alors, je vais faire simple, puisque c'est un propos qu'on a déjà tenu dans la séance qu'on avait abordée sur la République démocratique du Congo, mais je pense qu'il faut bien, de façon simple, mais forte, il faut bien qu'on mesure l'enjeu auquel est confrontée l'Union africaine. Parce que là, je pense qu'il n'est pas exagéré que de dire que l'amplitude de l'enjeu démographique tel qu'il est posé ne s'est jamais posé avec une telle ampleur dans l'histoire de l'humanité,
Combien de fois peut-on dire qu'un enjeu ne s'est jamais posé comme celui-là dans l'histoire de l'humanité? Déjà, cette phrase-là devrait nous dire, attendez, waouh, combien de fois en géopolitique on peut dire ça n'est jamais arrivé? Pour dire clairement les choses, très peu. Or là, le constat est simple. Il y avait 200 millions d'habitants sur le continent en Afrique en 1960. D'après les chiffres tels qu'ils sont mis en place par l'ONU, les plus récents, on est aujourd'hui sur 1,3 milliard d'habitants, c'est-à-dire une multiplication par 7 sur une période globalement, donc de 1960 à 2025, qui irait de 65 ans. Mais les perspectives sont qu'en 2050, il y ait 2,5 milliards d'habitants, c'est-à-dire 25% de la population mondiale, et dont 50% aura moins de 25 ans. Donc là, tout est en place, à la fois sur la démesure en termes d'explosion démographique et sur l'importance en termes de la jeunesse de la population. Et c'est d'autant plus important à mettre en perspective que partout ailleurs, ça aussi c'est une erreur qui est trop communément faite, partout ailleurs, globalement, les chiffres sont en recul. Donc, en fait, on a non seulement une explosion démographique, mais qui s'insère en plus dans un monde qui, lui, plutôt globalement, sur un retrait démographique, contrairement, encore une fois, à ce qu'on pourrait penser. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut être une chance extraordinaire, comme ça peut être un maléfice terrible. Parce que la perspective de conflits qui ne seraient pas maîtrisés et qui se transformeraient de conflits intra-étatiques en un conflit interétatique avec des populations jeunes. Donc là, on a un enjeu qui est propre à l'Afrique et il faut bien qu'on prenne ce dernier point qui est d'une telle ampleur qu'on voit bien que l'ensemble du monde doit contribuer à aider l'Union africaine que d'y apporter une réponse. Et encore une fois, ça peut être un vrai atout. S'il est encadré, si on est capable d'y apporter des solutions économiques et organisationnelles ou politiques, ça peut être un vrai atout. Ça va évidemment, dans l'ensemble des enjeux qu'on est en train d'évoquer, être un enjeu majeur. On voit bien qu'on a basculé dans la dimension du futur, dans la projection dans le futur. Est-ce qu'on a vu les atouts aussi qu'avait l'organisation africaine pour cette projection stratégique, mais est-ce qu'on peut essayer déjà de dessiner ce qui se profile? Oui, alors déjà, si vous me permettez, il y a un enseignement. Il y en a même deux qui sont plus globaux à la géopolitique. D'abord, ce que je trouve intéressant sur cette thématique, qui encore une fois me paraissait essentielle à évoquer parce qu'elle est trop ignorée, c'est qu'il faut faire très très attention aux effets de mode en géopolitique et il faut ne pas succomber aux omnibulations que d'avoir un regard qui serait purement capté par les grandes puissances du moment, parce qu'on voit bien que là, on est face, quand on étudie ce sujet-là de l'Union africaine, on est en train de mettre en place des ressorts qui, comme vous le soulignez, nous portent sur l'avenir. Et dans la continuité, ce qu'on constate finalement, c'est que même parmi les auteurs ou les pensées géopolitiques, ça reste quelque chose qui n'est pas assez abordé ou dont je n'ai pas le sentiment qu'on en prenne totalement la mesure. Pour s'en convaincre davantage, peut-être on passera par deux ouvrages, l'un qui est plutôt aussi occidental, l'autre qui est plutôt lié à l'Asie du Sud-Est. Le premier, c'est Graham Allison, Vers la guerre, le piège de Thucydide, assez célèbre. Bon, là, on s'insère typiquement dans un duel entre les États-Unis et la Chine ou la Chine et les États-Unis. Mais il y a très peu de choses qui nous sont dites. Ça, c'est ce qu'on avait. D'ailleurs, on parle très peu de l'Inde aussi, on l'avait déjà dit. Mais c'est plus surprenant peut-être encore dans l'ouvrage Le jour où la Chine a gagné de Kishore Mahbubani, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un diplomate de Singapour, mais qui est d'origine indienne. Donc a priori, et qui est d'ailleurs assez véhément ou assez critique envers les Occidentaux. Et même lui, finalement, laisse une part très congrue au continent africain. Donc là, ça prouve bien qu'il y a une prise de conscience qui va être indispensable parce que, il me semble-t-il, il est impossible de considérer la géopolitique du XXIe siècle sans considérer en particulier l'avenir du continent africain. Parce que quand on évoque les défis auxquels sont confrontées l'Union africaine, rappelons-les peut-être en termes de synthèse, le fait que de pouvoir pérenniser l'assise des sociétés, en termes de pouvoir politique, le fait de contingenter des conflits
entre 55 États qui sont très nombreux et d'éviter que certains nombres de ces conflits qui soient donc encore une fois internes ne finissent par déborder sur des conflits d'État à État, voire rentrent sur des conflits carrément régionaux qui mêleraient plusieurs ces États. Et puis la capacité de transformer cet atout démographique en un atout et d'éviter que justement, parce qu'il ne soit pas maîtrisé, ils finissent par nous mettre dans un cycle infernal de conflits qui seraient attisés par cette démographie. On voit bien que ça, c'est autant de réponses indispensables qui seront nécessaires face à des atouts majeurs. Me semble-t-il, c'était la meilleure façon de démontrer à quel point l'Union africaine est une institution essentielle et indispensable dans la géopolitique du XXIe siècle. Bien, Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette conclusion qui clôture la question et y répond par l'affirmative. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.